Oui, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé en partenariat entre l'AFPA et le GPIP. Et je donne la parole tout de suite à Hervé pour présenter nos intervenants. Merci Fabienne. Effectivement, donc ce webinaire collaboratif, et c'est un point très important pour aborder ce sujet très très sensible de la bronchiolite à VRS, et particulièrement d'actualité puisque vous avez vu que l'Île-de-France a dépassé le seuil épidémique, que la région de Normandie la suit, et donc dans les semaines qui viennent, nous allons tous être confrontés à ce virus dont nous connaissons l'impact. Nous allons rapidement, en fait, aborder plusieurs sujets, mais un petit peu différemment de ce que vous aviez l'habitude de voir jusqu'à présent, puisque nous allons avoir trois intervenants que vous connaissez tous. Le professeur Eric Jezerski du CHU de Montpellier qui va revenir sur l'efficacité des anticorps monoclonaux, du nirsevimab et de la vaccination chez la femme enceinte pour nous donner les dernières données d'efficacité en France, mais aussi ailleurs. Et suivra dans la foulée le professeur Naïm Ouldali de l'hôpital Robert Debré, qui va nous parler d'un point très important de communication pour la première fois sur une publication qu'il a faite, et il va nous en parler beaucoup mieux, sur la synergie entre le virus respiratoire syncytial et les infections invasives à pneumocoque, enfin, le lien avec des données qui sont françaises, et ça c'est important à noter. Et nous finirons par la communication du professeur Robert Cohen au sujet de l'impact au-delà de la simple, entre guillemets, bronchiolite AVRS chez le nourrisson, de regarder un petit peu au-delà de cette bronchiolite, vers l'infini et au-delà, comme on dit, et vous verrez qu'il y a des données, là aussi, françaises particulièrement intéressantes. Donc, sans perdre de temps, on va commencer cette communication en sachant que les questions, vous pouvez les poser dans le chat que vous avez En question-réponse, s'il te plaît. dans questions-réponses, pardon, questions-réponses, euh, comment dire, qui est à votre disposition, et nous ferons les questions et les réponses à la fin. Donc, à la fin des trois communications, nous reviendrons sur les sujets qui vous préoccupent. Donc, dans l'onglet questions et réponses, et pas dans le chat, comme je me suis trompé à l'instant. Donc, nous allons attaquer immédiatement la communication avec le professeur Eric Jezerski sur l'efficacité des mesures anticorps et vaccins. À toi la parole. Ok, bonjour, merci au comité d'organisation de m'avoir proposé de parler lors de ce webinaire. Donc, je vais commencer par, hop, voilà, ça fonctionne. L'efficacité du nirsevimab et du vaccin anti-VRS en France et ailleurs. Alors, voici mes liens d'intérêt. Alors, que sait-on de la prévention du VRS? Donc, il y a un anticorps que vous connaissez, hein, le nirsevimab, actuellement commercialisé, avec une efficacité qui est à la fois dans les études prospectives, mais également dans les études en vie réelle, vie réelle, ce qu'on appelle l'effectiveness en mauvais franglais, qui est de 80% à 180 jours de distance de l'injection. Ça, il y a plein d'études qui le confortent, on va le voir pendant ce topo. Et de l'autre côté, il y a l'efficacité de la vaccination maternelle, hein, qui est un vaccin d'une protéine du RSV en préfusion, qui s'appelle l'Abrisvo. L'efficacité, c'est environ alors 85% à 90 jours et 70% à 180 jours sur les bronchiolites sévères. Donc, efficacité similaire avec des fois des critères de sévérité qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on a une efficacité qui est comparable. Sur les études prospectives, alors il a été commercialisé à grande échelle la saison dernière, donc on va voir les quelques études en vie réelle qui sont beaucoup moins nombreuses que pour le nirsevimab. Donc l'épidémie, je vais vous parler surtout de l'épidémie dernière, 2024-2025. Donc là, c'est un schéma somme toute habituel hein, d'épidémie de la saison 2024-2005 en gris foncé, en gris clair. Il y avait celle de l'année précédente qui était un peu décalée vers la gauche, c'est-à-dire en antériorité, et peut-être un peu plus intense. C'est un début de l'immunisation qui a eu lieu en septembre pour l'immunisation par l'inirsevimab, mais également pour le vaccin maternel.
Alors, un mot de la couverture. Alors, excusez, je viens de voir une coquille que je n'avais pas vue. Donc, c'était la première saison, c'était 2023-2024. Il y a eu 250 000 doses. Je ne vais pas revenir, mais c'était principalement du fait d'un manque de doses. Les maternités qui ont été visées, donc les naissances. 2024-2025, il y a une couverture en maternité qui était approximative de 75%. Et sur la droite, donc, ce sont les données Sanofi, mais qui montrent un peu le taux de couverture approximatif, mais réel de ce qu'on appelle le rattrapage, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas nés pendant l'épidémie, mais qui bénéficiaient de ce traitement parce qu'ils avaient moins de 1 an. Et donc, on est autour de 50-44%. La couverture du vaccin maternel, il y a une étude qui l'a étudiée, c'est l'étude EPIFAR, qui montrait une couverture maternelle de 27% des grossesses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Alors, un petit rappel de l'épidémie précédente, 2023-2024, où en fait, on avait du sérogroupe A, c'est en bleu. Alors, la différence, c'est qu'en 2024-2025, là, j'ai reproduit un petit peu la répartition des sérotypes, hein, c'est pas le nom, c'est la répartition. Et on voit franchement que c'est beaucoup plus vert, donc beaucoup plus de sérotype B. Alors, qu'est-ce que viennent faire ces sérotypes? Donc, il y a une variation génétique. Il y a deux types de VRS, le A et le B. Alors, c'est porté sur la protéine G de membrane, donc peu importe. Et il y a une évolution. Alors, ces deux sérotypes ont été comparés. On a retrouvé 46 études, c'est pas complètement exhaustif, mais presque. En fait, la plupart ne retrouvent pas de différence. Il y en a 14 qui trouvent que le VRS A est plus sévère, deux que le VRS B plus sévère. Il y en a une qui ne conclut pas. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce schéma qui montre, alors, il est un peu complexe, il est joli mais complexe. Vous avez en trait plein, c'est l'hémisphère nord, en pointillé, l'hémisphère sud, parce qu'en fait, les épidémies ne sont pas simultanées dans les deux hémisphères. Et on voit en foncé le A et en clair le B, on voit en fait que d'une année à l'autre, vous avez plus ou moins de A ou de B. Il y a des années à beaucoup de A et peu de B, des années où c'est mitigé. Donc en fait, la gravité va dépendre de l'année où vous allez l'étudier. Si vous avez beaucoup de A, bah, vous aurez plus de forme A sévère. C'est mathématique. Alors, quel est l'intérêt de tout ça, en fait? C'est que l'anticorps, le nirsevimab, donc c'est un anticorps monoclonal, donc et les cibles sont limitées. C'est celle de l'anticorps qu'on sélectionne. Et donc, cet anticorps a quand même été sélectionné pour qu'il y ait moins de 1% de résistance, entre guillemets, au niveau de la fixation sur la protéine cible, qui est la protéine F. Et en fait, il y a un réseau, hein, euh, notamment national, qui surveille l'avènement de ces mutations chez les patients qui ont été immunisés et qui sont positifs afin de vérifier ou de surveiller un éventuel échappement. Et en fait, ce qui a été constaté en 2023-2024, c'est que parmi les B, il y avait 8% de résistants, alors que normalement, il y en a moins de 1%. Là, c'est juste un schéma que je ne comprends pas beaucoup plus que vous, mais qui est joli, qui montre qu'en fait, avec cette mutation, l'anticorps ne se fixe pas. Donc la question, c'est est-ce que s'il y avait une épidémie B, est-ce que l'efficacité serait identique? Donc voilà l'épidémie 2024-2025. Ce sont les courbes Santé publique France. Alors elles sont intéressantes parce qu'en grisé, vous avez ce qu'on avait en pré-pandémique et vous avez l'épidémie avec ce bleu, je ne sais pas comment le qualifier, mais le pic le plus élevé, qui est la grosse épidémie 2022-2023. Et vous avez en fait en bleu foncé l'épidémie 2023-2024, c'est-à-dire l'implémentation, et en rouge la dernière épidémie. Donc on a l'impression qu'il y a une diminution, mais là encore, des épidémies, c'est fait pour se reproduire, mais ne pas se ressembler. Alors la deuxième saison de bronchiolite bénéficiant de la prévention. Alors voilà le tableau. Je remercie François Vielessage et Robert Cohen pour cette diapositive qui est sur le réseau Paris et qui en fait a fait une comparaison entre la moyenne des épidémies de 2017 à 2020, c'est-à-dire l'ère pré-Covid, et l'année dernière. Et donc on voit que il y a une diminution de 50% des moins de 3 mois et une diminution de 7% des 1 à 2 ans, donc qui ne bénéficient pas de la prévention. Donc on voit une diminution en consultation, en ambulatoire des bronchiolites. Je rappelle que les études avaient été designées pour les bronchiolites hospitalisées sévères. Donc on a un effet sur cette population. Alors, deuxième saison, il y a l'étude donc OVNI. Je remercie tous les centres qui ont participé.
Donc, c'est un observatoire, 12 centres en France, hein, répartis de manière à peu près homogène, qui incluait toutes les bronchiolites de moins de 1 an hospitalisées, quelle que soit leur cause, et donc d'analyser celles qui sont VRS+, et VRS-, et de voir lesquelles ont bénéficié ou pas de la prophylaxie. Et en fait, cette étude a permis de montrer qu'il y avait une efficacité en vie réelle de 85% du nirsevimab pour éviter une hospitalisation. En analyse accessoire, donc on a regardé les populations et on a constaté, alors j'ai entouré en rouge, c'est qu'en fait ceux qui ont eu le nirsevimab, vous voyez les petits P, c'est qu'en fait c'était des groupes beaucoup plus fragiles. C'est-à-dire qu'on compare des populations, mais on voit si elles sont comparables. Et en fait, il y avait beaucoup plus de patients qui avaient des facteurs de risque qui étaient en groupe nirsevimab. Et si on regarde un peu la gravité, on voit en fait que ceux qui ont le nirsevimab, c'est-à-dire ceux qui sont en orange, ont souvent eu moins besoin d'oxygène et moins besoin de support. Donc ça veut dire qu'en fait, comment dire, on a l'impression que le nirsevimab a un effet sur la gravité des patients hospitalisés. En fait, on l'avait montré la première année, mais on avait probablement un peu plus de puissance. On avait montré également qu'il y avait un effet sur la durée de séjour des patients. Mais bon, quand on regarde quelque chose, il faut voir si d'autres pays le voient. Et l'Espagne est donc un pays fédéral avec plusieurs études en fonction des régions qui ont été étudiées. Là, c'était une étude multifédération. Et en fait, qui ont montré en fait également la même chose que nous. C'est-à-dire que ceux qui avaient le nirsevimab étaient plus fragiles, c'est-à-dire que la couverture est plus importante. Quand les enfants sont fragiles, on fait plus attention et donc les parents sont probablement plus ouverts et les enfants bénéficient d'une prévention. Et que d'autre part, quand ils sont hospitalisés, ils avaient moins d'oxygène, donc étaient moins graves. Donc ça, on parle de la population de l'année dernière qui avait été immunisée pour la première fois. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était une des questions, c'est pour ça qu'on avait voulu mettre des observatoires. Pour un enfant qui a été immunisé l'année précédente, est-ce que finalement, il n'a peut-être pas fait son immunité? Est-ce qu'il n'a pas fait sa première grippe sévère parce que quand il était jeune, mais est-ce qu'il ne va pas faire une grippe, pardon, une bronchiolite? Est-ce qu'il ne va pas faire une bronchiolite plus sévère la deuxième année, n'en ayant pas fait plus petit? C'était un tas de questions qu'on pouvait se poser. Et donc là, l'Espagne on fait plusieurs études. Et en fait, celle-ci est intéressante. Elle regroupe, donc, vous voyez, plusieurs centres. Et en fait, ce qui montre, ce qui a été recherché, c'est les bronchiolites sévères, c'est-à-dire celles qui nécessitaient une prise en charge en soins continus ou en réanimation, et de montrer qu'il n'y avait pas d'augmentation du nombre d'enfants pour bronchiolite en proportion en réanimation. Donc, ce qui suggère qu'il n'y a pas d'augmentation de gravité si l'enfant était immunisé l'année précédente. Euh, là, comment dire, une étude complémentaire faite sur un autre État, je n'ai pas précisé, il y a la référence, mais qui montre également que si on compare les profils de gravité de ceux qui ont nirsevimab et ceux qui n'ont pas eu, il n'y a pas non plus de surgravité de ceux qui, comment dire, avaient fait leur immunité naturelle l'année précédente. Et là, je m'arrête un petit peu pour la Galice, qui en termes d'hospitalisation et de système de soins, alors ni premier de la classe, pas pour tout, mais en fait, ils ont un système de soins qui fait qu'il y a un taux de couverture qui est largement supérieur à 90%, et pour les nouveau-nés et pour le rattrapage, c'est-à-dire que les enfants de moins de 1 an, qui ne sont pas nés au moment de l'épidémie, et qui ont permis, comme ça, dans un espèce de circuit fermé, d'étudier tout ce qui se passait. Et c'est très intéressant. Donc, si on utilise la deuxième saison, alors, pour vous expliquer les schémas, en gros, les traits, ce sont les projections faites du nombre de bronchiolites s'il n'y avait pas eu de prévention, et les barres, c'est ce qui a été observé. Et donc, on voit que sur les bronchiolites, sur la population cible des moins de 3 mois, on a une diminution de 91% des cas de bronchiolite, AVRS positif. Et si on prend toutes les infections respiratoires, on arrive à 70%, c'est-à-dire pas forcément en incluant les infections non VRS. Si on étudie la deuxième saison, en se concentrant sur ceux qui ont 18 mois, c'est-à-dire la première fois qu'ils vont, enfin pas la première fois, ceux qui rencontrent le VRS leur deuxième année de vie, qui ont bénéficié d'une IRCVM l'année dernière, et je vous rappelle que plus de 90% des enfants l'avaient eu, et bien en fait, on constate, par rapport à une courbe hypothétique d'épisodes sans nirsevimab l'année précédente, qu'on a une réduction de 50% des infections à VRS et 26%
au total. Et enfin, euh, sur les populations, sur la deuxième saison et la deuxième épisode, c'est-à-dire la rentrée dans entre guillemets, ce qu'on appelle un asthme du nourrisson, on a une réduction de 70% pour les bronchiolites à VRS positifs, et il y a même une réduction de 60% pour toute infection respiratoire confondue. Donc, conclusion du nirsevimab, il y a une efficacité sur la réduction du nombre d'hospitalisations conventionnelles en réanimation. Il y a persistance d'enfants hospitalisés. Il ne faut pas croire qu'il n'y en aura pas, il y en aura. Et je mets en évidence que les facteurs de risque restent très importants et qu'il faut vraiment les protéger. Parce que même s'ils étaient protégés, on les retrouve en hospitalisation. Il faut pondérer ces études par le délai d'injection et la présence de facteurs de risque, parce que plus vous êtes loin de l'injection, moins il y a d'efficacité. Il y a une action sur la gravité, ça on l'a vu, et il n'y a pas de surrisque pour la saison 2 de ceux qui ont bénéficié de la vaccination. Là, je vais parler du vaccin assez brièvement parce que globalement, il y a l'Argentine et l'Angleterre. Donc, il y a les résultats argentins qui retrouvent en fait une efficacité à 78% dans les 90 premiers jours, et moins de 6 mois, on est à 71% de réduction de bronchiolite hospitalisée. Et les Anglais, eux, ont retrouvé à peu près le même ordre de chiffre, à savoir 72%, avec la précision qu'il fallait absolument que l'injection ait lieu au moins 15 jours avant la naissance, parce que si vous le faites trop tôt par rapport à la naissance, la mère n'a pas le temps de faire les anticorps et de les transmettre à son enfant. Donc, le vaccin maternel, les conclusions, il y a une efficacité des pays à vaccination exclusive. Il y a une sûreté, je ne vais pas préciser sur la grossesse. Euh, Mécanisme avec d'autres effets putatifs qui seraient propres à étudier. Donc, on n'a pas assez de recul. La protection maternelle qui ne va pas transmettre le VRS à son enfant. Les IgA qui sont produits par la mère, notamment dans le lait maternel. Le problème, c'est qu'en France, le début de campagne, et ça, ce sera dit après, il a été beaucoup trop tard. Le 15 septembre, les enfants vont naître en janvier, donc très probablement avec le pic épidémique. Donc, on aura beaucoup de mal à observer. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait très peu d'enfants dans notre cohorte qui avaient pu bénéficier de la vaccination. Pas que les mères étaient vaccinées, c'est qu'ils n'avaient pas eu le temps de. Ils étaient trop. Ils sont nés après l'épidémie de bronchiolite, tout simplement. Et la conclusion générale, c'est l'efficacité des méthodes préventives. C'est vraiment une révolution, hein. Moi, en tant que médecin hospitalier, ma vie a changé depuis 2 ans. Stratégie de prévention non stabilisée, l'immunisation, la vaccination. Il y a un nouvel anticorps qui va peut-être arriver sur le marché. Parler de la couverture vaccinale, une probable réduction de la gravité, un effet sur le poids général des infections respiratoires du nourrisson qui a été montré, et un suivi épidémiologique qui est indispensable. Et je vous remercie, et la suite sera traitée. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tous les gens qui ont participé aux études d'OVNI. Merci beaucoup, Eric. Tu as tenu les temps en plus, c'est parfait. Le temps que Naïm Oudali se connecte, je vous rappelle, il y a déjà des questions sur le questions et réponses, hein, le répertoire qui est en bas. J'ai bien noté vos questions, donc on y répondra, comme je l'ai dit, à la fin, après les communications de Naïm d'une part et de Robert ensuite. Donc Naïm, à toi la parole sur l'interaction VRS pneumocoque. On pourrait dire Ouais, pneumocoque au pluriel. c'est ça. Merci beaucoup, Hervé. Bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran? Oui, on voit très bien ton écran. Super. Donc en effet, interaction virus-pneumocoque, et on va essayer de parler des conséquences pratiques que ça pourrait avoir dans ce contexte d'immunisation qui a commencé maintenant il y a 2 ans. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc, le point de départ de cette question date d'il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, et je vais partir de l'aspect vraiment fondamental. Pourquoi on pense qu'il y a une interaction entre ces deux pathogènes? Bah, finalement, il y a quand même de très nombreuses hypothèses qui ont été plus ou moins bien documentées via des modèles animaux. Donc, la première hypothèse, c'est que finalement, l'infection AVRS induirait une inflammation locale au niveau du nasopharynx qui pourrait perturber les défenses immunitaires locales, qui pourrait éventuellement altérer la barrière muqueuse et donc favoriser le passage systémique du pneumocoque. Et puis on sait que le pneumocoque, c'est une bactérie qui vit dans un biofilm où finalement la croissance bactérienne est relativement modeste. Et potentiellement, le VRS pourrait casser un peu ce biofilm et donc favoriser une croissance exponentielle de cette bactérie. Donc il y a un certain nombre d'hypothèses physiopathologiques qui ont été plus ou moins bien documentées via ces modèles. Mais comme on le sait, bon voilà, ça reste quand même au stade d'hypothèse. Et donc la question, c'est quelles sont les données épidémiologiques qu'on peut avoir derrière pour les étayer. Donc le point de départ,
qu'on connaît tous, c'est la superposition de l'épidémiologie, du VRS, de la grippe et des infections invasives à pneumocoque, en particulier chez le petit enfant. Et ça, c'est des données qui sont connues depuis un certain temps et qui ont été observées dans de nombreux pays. Mais qui dit superposition ne dit pas causalité, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres pathogènes qui circulent à ce moment-là. Donc, l'élément qui a été observé sur les dernières années, bah, c'est le fait que pendant la pandémie, quand on a eu une baisse majeure des infections invasives à pneumocoque suite à l'implémentation des mesures barrières, bah, on a observé quand même un taux de portage pneumococcique qui était resté grosso modo à peu près le même que ce qu'on avait en pré-pandémie. Donc on était dans une situation où les enfants portaient toujours autant de pneumocoques, mais avaient beaucoup moins d'infections invasives. Et donc, l'explication qui a été apportée, c'était finalement la réduction de la circulation des triggers viraux, en particulier le VRS et la grippe, et qui pouvait expliquer le fait que les enfants portent toujours autant de pneumocoques, mais et moins d'infections invasives. Et l'élément qui a supporté cela, bah, c'était la recrudescence des infections invasives à pneumocoque une fois la levée des mesures barrières. Donc là, vous avez les données canadiennes. Et en effet, bah, en même temps que cette recrudescence, il y avait une recrudescence très importante de la circulation du VRS. Donc là aussi, un argument qui ferait penser que l'augmentation de la circulation du VRS avait favorisé l'augmentation des infections invasives à pneumocoque, toujours dans une situation où le portage au sein du petit enfant, lui, est resté inchangé. Un troisième argument, c'était cette histoire d'effet dose. Donc c'est finalement le fait que des tranches d'âge pour lesquelles l'augmentation de la circulation du VRS et de la grippe étaient les plus importantes, étaient aussi les tranches d'âge pour lesquelles l'augmentation de l'incidence des infections invasives à pneumocoque était les plus importantes. Donc finalement, les tranches d'âge pour lesquelles on a eu le plus d'exposition au VRS étaient les tranches d'âge pour lesquelles on a eu le plus d'augmentation des infections invasives à pneumocoque. Donc là aussi, un argument qui suggère une sorte d'effet dose. Donc finalement, plus on augmente notre exposition aux triggers virales, plus on augmente notre risque d'infection invasive à pneumocoque. Donc un argument supplémentaire euh, supportant cette association. Et puis après, bah, une fois qu'on a dit ça, infection invasive à pneumocoque, c'est une entité qui finalement regroupe un certain nombre de pathologies cliniques. On a la pneumonie bactériémique, on a la pleuropneumopathie, la bactériémie sans source, la méningite. Et puis au sein de ces différentes entités, bah, finalement, le VRS joue probablement un rôle quand même assez différent d'une entité à une autre. Et probablement un rôle important du VRS, comme montré ici, sur les formes pleuropulmonaires d'infection invasive à pneumocoque, un rôle un peu plus modeste, mais pas complètement nul pour les méningites, et puis par contre un rôle relativement modeste pour les bactériémies sans source. Donc probablement que cette association, elle dépend aussi du pattern clinique. Et puis enfin, pour augmenter le niveau de complexité, bah, on s'est rendu compte très récemment, et donc là c'est des données françaises de surveillance du portage des infections invasives à pneumocoque et de la circulation du VRS, qui suggère que certains sérotypes pneumococciques sont plus susceptibles de donner des infections invasives quand on est en période de forte circulation de VRS que quand on est en période de circulation de VRS. Et puis comme par hasard, eh bien, ces sérotypes qui dépendent le plus d'un trigger viral se trouvent être des sérotypes qui sont représentés en bleu ici, qui sont des sérotypes à faible disease potential. Donc, ce sont des sérotypes qui, par eux-mêmes, ont un pouvoir d'induire une infection invasive quand ils colonisent le nasopharynx, qui est relativement modeste. Et à l'inverse, les sérotypes qui ont un disease potential élevé, donc comme le sérotype 1, qui est le sérotype historique connu pour avoir un ratio entre portage et infection invasive très élevé. Donc, quand il colonise le nasopharynx, c'est lui qui a la probabilité la plus élevée d'induire une infection invasive. Et bien, pour celui-là, probablement que le trigger viral par le VRS est beaucoup moins important et qu'il est capable finalement d'induire une pathologie par lui-même. Donc finalement, ça, ce sont des données épidémiologiques qui renforcent cette association, qui suggèrent cette association, elle est quand même robuste à plusieurs changements épidémiologiques, qu'elle est dose dépendante, qu'elle est sérotype dépendante et qu'elle est forme clinique dépendante. Et donc une fois qu'on a dit tout ça, bah, maintenant qu'on a implémenté des mesures de prévention anti-VRS, donc la question c'est est-ce que ça a eu un impact ou pas sur les infections invasives à pneumocoque. Donc pour répondre à cette question-là, ben, l'ensemble de la cohorte de naissance de l'hiver 23-24
a été inclus dans une étude. Donc ça, c'est les données de la sécurité sociale, donc c'est via le SNDS. Donc vous voyez 600 000 enfants, dont quelques-uns qui ont été exclus. Donc on se retrouve avec 500 000 enfants inclus dans l'analyse principale. Et sur les 500 000, 120 000 avaient reçu le nirsevimab. Donc là, on est sur l'hiver 23-24. Et 400 000 ne l'avaient pas reçu et constituaient donc le groupe contrôle. Et donc là, je vais vous montrer juste rapidement les caractéristiques de base de ces patients. Donc comme on s'y attend, bah, les enfants immunisés et non immunisés sont des enfants qui ont entre 0 et 3 mois en médiane d'âge. C'est sexe ratio qui est équivalent. Et ce qui est important, c'est que c'est à 5-6% des enfants qui étaient prématurés. Donc dans ce genre d'études, bah, comme vous le savez, vous le voyez là sur la médiane d'âge, bah, finalement les enfants qui étaient immunisés étaient plus jeunes que les enfants non immunisés. Alors ça, c'est important à avoir en tête parce que le pic d'infection, d'incidence d'infection invasive à pneumocoque, c'est pas les nouveau-nés, c'est plutôt entre 6 et 12 mois, voire jusqu'à 18 mois, mais en tous les cas, c'est rarement des nouveau-nés. Et donc là, finalement, comme on est sur une étude observationnelle, bah, si à la base les patients qu'on immunise ne sont pas les mêmes que ceux qu'on n'immunise pas, bah, ça va induire un biais important pour savoir si oui ou non ça a prévenu les infections invasives à pneumocoque. Donc pour prendre en compte ce biais, bah, finalement on va utiliser un score qui s'appelle le score de propension qui permet de lisser ces différences sur notre population inclue pour qu'on se retrouve après utilisation de ce score à une population relativement homogène. Donc vous voyez ici les caractéristiques initiales. Du coup, une fois qu'on a dit tout ça, donc on a ces 500 000 enfants, et donc juste pour vous donner une idée, donc l'incidence brute chez les enfants non immunisés, donc on avait 95 infections invasives sur les 400 000 enfants non immunisés, ce qui représente une incidence de 23 pour 100 000 enfants, ce qui est à peu près l'attendu dans cette tranche d'âge pour des enfants de moins d'un an. Et en revanche, dans la population immunisée, donc sur les 120 000 enfants, là il n'y avait que 17 épisodes d'infection invasive à pneumocoque, donc une incidence brute de 14 pour 100 000, dont on voit d'emblée qu'il y a quand même une différence. Et puis après application du score, il y a justement sur l'ensemble des facteurs de confusion, je ne rentrerai pas dans le détail, bah finalement, on a un odds ratio à 0,64. Autrement dit, l'immunisation par nirsevimab a permis de réduire l'incidence des infections invasives à pneumocoque dans les 6 mois qui suivaient l'immunisation de l'ordre de 36%, donc à peu près entre un tiers et 40% de réduction pour ces enfants de moins d'un an. Le point important, je vais passer vite là-dessus, mais je tiens quand même à le souligner, c'est une étude qui est observationnelle. Donc, même si on inclut la France entière, bah, comme on l'a dit, un certain nombre de biais, notamment le fait que les enfants n'aient pas forcément exactement le même âge parmi les immunisés et les non immunisés. Et donc ça, bah, ça peut influencer nos résultats. Et donc dans ce contexte, dans les études non randomisées, il est important de mettre en place un certain nombre d'analyses de sensibilité pour regarder si finalement, en analysant différemment les données, on retrouve des résultats superposables. Et donc là, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais grosso modo, vous voyez que quelle que soit notre façon d'analyser les données, on a un odds ratio qui est sensiblement identique et qui s'échelonne entre 0,57 et 0,67. Donc on est quand même assez rassuré sur cette information. Et puis l'élément supplémentaire, c'est finalement, bah, est-ce que cette protection dure que 6 mois ou est-ce que jusqu'à 9 mois, on a des chiffres qui sont similaires? Donc là, vous avez le résultat pour 9 mois. Vous voyez qu'il y a quelques événements en plus qui sont dans chaque groupe, mais grosso modo, bah, on a une réduction qui est de l'ordre de 0,68 pour l'ordre ratio, donc de l'ordre d'un tiers de réduction, et puis des chiffres qui sont similaires si l'enfant était né avec un petit poids de naissance ou pas, si l'enfant était né prématuré ou pas. Donc finalement, on a l'impression que cet effet, il est à la fois, il perdure un petit peu dans le temps, même si encore une fois, c'est un dizaine observationnel, et à la fois, il est valable dans les différents types de nouveau-nés qui auraient pu être immunisés. Donc au total, l'association VRS-pneumocoque, bah, c'est une très vieille histoire, comme vous l'avez vu, qui a été revisitée récemment avec un certain nombre de données épidémiologiques. Donc tout ce que j'ai présenté, la grosse majorité des données sont des données françaises. Puis enfin, l'élément supplémentaire qui vient finalement asseoir cette association VRS-pneumocoque, bah, c'est le fait que quand on immunise contre le VRS, probablement qu'on a un impact conséquent sur la réduction du risque d'infection invasive à pneumocoque dans les mois qui suivent. Et puis ça a des conséquences quand même de santé publique relativement importantes parce que, bah, comme on le sait, le pneumocoque, c'est un pathogène qui s'adapte aux stratégies d'immunisation, qui est capable d'évoluer, qui est capable de développer des sérotypes qui vont augmenter en prévalence
et qui vont du coup entraîner plus d'infections invasives suite à l'implémentation d'un vaccin. Et donc l'immunisation anti-VRS peut constituer du coup une stratégie de prévention complémentaire des vaccins conjugués pneumococciques et donc va nécessiter d'être évaluée précisément dans le futur afin d'optimiser ces différentes stratégies de santé publique. Et je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier tous les investigateurs qui ont participé à ces différentes études et qui permettent de valoriser la France sur ces travaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Naïm. Merci pour ces données remarquables et passionnantes et qui ouvrent justement des nouvelles perspectives pour les mois et les années à venir dans le cadre de la prévention non seulement de la bronchiolite à VRS, mais comme tu viens de le dire, des infections invasives à pneumocoque. Justement, concernant les perspectives, on va aller immédiatement donner la parole à Robert Cohen sur le futur. Je renouvelle euh, ma recommandation, si vous le souhaitez, de poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. On en a quelques-unes sur lesquelles, comme je l'ai dit, on reviendra euh, dès la fin de la communication de Robert, qui va pouvoir communiquer dès maintenant. À toi, Robert. Merci à tous et bonjour à tous. Donc, c'est la question qu'a trouvé à juste titre Hervé. Quels autres impacts et regarde vers l'infini et au-delà. Alors, mes liens d'intérêt, je vous rappelle que mes liens d'intérêt essentiels, c'est les enfants. Et le deuxième point, c'est que quand tu veux voir qu'est-ce que c'est l'avenir, eh ben, il faut revenir, se retourner, regarder derrière toi et regarder ce que tu sais. Comme ça, tu vas essayer de prévoir ce que notamment Naïm nous a montré, des hypothèses, ben, il y a une relation, ben, on va regarder. Donc, si tu sais pas où tu vas, arrête-toi, regarde d'où tu viens et tu prévoiras mieux. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Clairement, c'est le premier pathogène viral respiratoire en pédiatrie. La grippe, c'est moins. Le pneumocoque, Naïm vous a dit, c'est plutôt une association de malfaiteurs. C'est un virus ubiquitaire. Tout le monde attrape le VRS plusieurs fois dans sa vie. Et avant 2 ans, 95% des enfants, même s'ils sont été gardés à domicile, vont contracter le VRS. 95%, vous savez qu'on aime bien ce chiffre 95% en médecine, hein, c'est l'intervalle de confiance, vont faire plusieurs infections à VRS et un tiers des enfants vont refaire une infection à VRS dans les 12 premiers mois. On sait que les formes les plus graves, c'est les nouveau-nés, les a priori prématurés, grands prématurés, les petits nourrissons. On a bien vu les chiffres que nous a montré Eric. Les jeunes enfants, c'est pas si simple que ça. Et le sujet âgé, je vous rappelle qu'il y a un vaccin pour le sujet âgé. La limite donnée en France, c'est 75 ans, mais beaucoup d'autres pays l'ont mis à 65. Et il y a beaucoup de gens qui devraient bénéficier de la vaccination avec le VRS parce que le VRS est un grand starter d'infections graves derrière et et de débilitation. D'accord? Mais nous, le VRS, c'est la bronchiolite. Bah, le meilleur marqueur, quand il y a la bronchiolite, c'est qu'il y a beaucoup de VRS qui circulent. C'est aussi simple que ça. Mais c'est loin d'être le seul pathologie à VRS. Otite, pneumonie, Naïm nous a montré tout à l'heure dans les pneumonies le rôle du VRS chez le petit, les otites, on va le voir. Les autres infections respiratoires, la manifestation la plus infréquente des infections AVRS, c'est la non-specific upper respiratory tract infection. L'enfant qui est enrhumé et qui tousse, bref, et pour lequel il n'a pas d'otite, il n'a pas de pneumonie. D'autres infections pneumococciques, Naïm en a largement parlé, puis la consommation d'antibiotiques, tout ça génère des occasions de prescrire des antibiotiques et de temps en temps à bon escient parce que ça peut être un trigger d'infection bactérienne. À pneumocoque, c'est facile, mais probablement aussi à Haemophilus influenzae non typable et qui donne ces toux un petit peu chroniques, etc. Et puis, ce qu'on va dire dans non infectieuse, l'asthme du nourrisson et l'asthme de l'enfant. Ce qu'il faut savoir aussi de l'immunité du VRS, son immunité individuelle. D'abord, l'immunité est très peu durable, hein. Les réinfections sont fréquentes, généralement elles sont moins graves que la première infection, sauf quand on arrive à l'âge de la sénescence immunitaire, d'accord? Et les épidémies se déclenchent quand le taux d'anticorps diminue en population générale. On va revenir sur ce point-là, c'est essentiel. Des taux d'anticorps bas chez les mères
sur le sang du cordon sont très prédictifs du déclenchement de l'épidémie. Alors souvent on dit pourquoi c'est l'hiver, c'est parce que le virus c'est plus dangereux en hiver, etc. Bah oui, c'est peut-être un peu plus dangereux dans l'hiver, c'est surtout que les mères ont plus d'anticorps anti-VRS, les mères et les adultes de même âge, hein, les mères n'ont rien de particulier sur le plan de limiter vis-à-vis de ça et de la gravité. Et tout à l'heure, je rebondis sur ce qu'a dit Eric, eh ben, peut-être que nirsevimab réduit la gravité de la bronchiolite. C'est parfaitement démontré pour les anticorps. Quand on a des taux d'anticorps anti-VRS élevés, qu'on est petit, on a moins de chances de faire une bronchiolite grave que lorsqu'on a des taux d'anticorps très bas. Donc non seulement on sait que ces taux d'anticorps préviennent de la maladie quand il n'y en a pas, l'épidémie de Colocoche, mais on sait que quand il y en a, on a moins de chances de faire d'infections graves. Alors, pour la durée de protection post-infectieuse, c'est très court, 3 à 6 mois après la première infection. Alors, pourquoi on n'a pas l'impression de les voir si souvent que ça? Ben, parce que l'épidémie est finie, il y a encore du VRS qui circule, mais il circule à un niveau beaucoup plus faible. Mais si le virus, on était amené en contact avec le virus, on serait malade. D'accord? Et plus on fait l'infection jeune, moins cette protection est courte. D'accord? Eric vous l'a dit tout à l'heure, il y a une faible protection croisée, mais elle existe entre le RSV et le RSB et le RSVB. Alors, l'immunité collective, ben, tout le monde la connaît pour la 1, c'est 1 an. Tous les ans, à la même époque, eh ben, bon. Ça dépend des différentes immunités individuelles qu'on a vues. On n'est protégé que quelques mois, d'autant plus qu'on est jeune, d'autant plus que c'est les premières infections, mais aussi du R0 de la maladie. Mais aussi, ça dépend de notre degré de confinement à l'intérieur des maisons, fonction du temps. L'épidémie se déclenche, on l'a dit, d'accord, et ce taux d'anticorps de sujets sains est le reflet de l'immunité de groupe. Chez les grands prématurés, le taux d'anticorps est zéro. Au décours de l'épidémie Covid, où on a pris des mesures d'hygiène, les taux d'anticorps anti-VRS étaient particulièrement bas dans la population, expliquant l'intensité de l'épidémie et les formes plus graves. Relation, je répète, inverse entre le taux d'anticorps et la gravité. Alors, Eric vous a présenté ces schémas tout à l'heure. Je vous passe très 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 vite sur ça, hein, sur cette partie de cette protéine préfusion qui est la cible de l'immunité exogène, c'est-à-dire par anticorps par, euh, ou par anticorps, mais il faut savoir que toutes les protéines, et il y en a une dizaine du VRS, suscitent aussi des anticorps. Et finalement, l'anticorps contre ces virus-là, comme la grippe contre le Covid, c'est une mosaïque. On va s'immuniser contre cet antigène-là, mais aussi d'autres qui vont finalement nous donner une immunité plus complète. Et que c'est pour ça qu'une fois on va l'attraper, une fois on ne va pas l'attraper. Alors, je vais passer très rapidement sur ça, mais je voudrais insister sur un schéma qu'Éric a présenté tout à l'heure, mais que je vais présenter différemment. Et moi, depuis que je fais de maladies infectieuses, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est la variabilité des médicaments quand on l'administre. Regardez à J30, dans l'étude Mélodie ou dans l'étude Medley, regardez la dispersion du taux d'anticorps à J30, à J150 et J360. Et vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont moins bien protégés à J30 que d'autres un an après. C'est l'injustice de la vie, c'est le fait que notre métabolisme vis-à-vis des anticorps n'est pas le même, même si on a modifié les anticorps pour leur permettre de durer plus longtemps, eh ben, ça ne dure pas de la même manière. Ce que je vous montre là, je pourrais vous le montrer sur les antibiotiques et je pourrais vous montrer sur les anticorps antivaccinaux, hein. Il y a une très 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 grande inégalité, et ce qui va expliquer une partie des résultats sur lesquels je reprendrai à présenter Eric. D'accord. Alors, maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre? Moins de bronchiolite, ça on le sait, hein, en réanimation, en hospitalisation classique, au passage aux urgences, et le papier de Léa sur Oursin
aux urgences montre bien ça pour l'année 1 et pour l'année 2. Et aussi en ambulatoire, tu as montré, Eric, une diapo sur les résultats d'Active, mais d'Active et de Paris, hein, indiscutablement, il y a un effet. Mais qu'est-ce qu'on sait que des autres manifestations cliniques? Les otites, les autres infections respiratoires, les antibiotiques et les infections pneumocoques. Je ne parlerai pas des infections pneumocoques, d'accord? Et puis on peut espérer, vous savez que c'est une idée auquel on tient, c'est que les infections précoces, eh ben, c'est pas si génial que ça pour le système immunitaire, trop précoce. Et que si on immunise tôt, si on empêche d'infecter tôt les enfants, notamment par le lait de mère, hein, c'est une des raisons pour lesquelles ça marche, hein, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On risque moins d'infections récidivantes. Et puis la question, moins d'asthme, on n'a pas encore complètement cette réponse. Alors maintenant, j'ai reçu ma première année de vie des anticorps. Qu'est-ce qui va se passer la deuxième ou la troisième année? Il ne faut pas avoir de doute, ils vont s'infecter avec le VRS. Ils vont s'infecter peut-être même avec un effet rebond. D'accord? Mais s'ils vont faire une infection, cette infection, et Eric vous a montré des résultats, a beaucoup plus de chances d'être aussi symptomatique. Et comme ce n'est pas des infections, on a retardé, on a permis ces infections de survenir dans un délai plus tardif, on peut escompter qu'il y ait moins de formes récidivantes. D'accord? Donc, forcément, probablement, possiblement, après tout ça, c'est sur ça qu'on va travailler les prochaines années, bien entendu, puisque ça, c'est des questions, et pour l'instant, on a des réponses. Alors, les otites, c'est simple, on a été les meilleurs, hein, il y a deux papiers, un, vous le voyez sur une étude oursin en ville, c'était des enfants qui avaient des otites auxquels on faisait systématiquement un prélèvement pour le VRS, et à peu près 20% de ces otites, il y avait un VRS qui était isolé, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, excusez-moi, je remonte, le taux d'efficacité sur les otites AVRS était autour de 80%, un petit peu comme, euh, euh, je réponds, un petit peu comme pour les bronchiolites, c'est le même taux d'effectiveness, vous voyez, 80%, d'accord? Ce qui est tout à fait avec des intervalles de confiance qui sont quand même relativement étroits sur ça. La deuxième chose qu'on a vue, là aussi, ça c'est un papier qui a cette fois du groupe Paris, que Inès a exploité jusqu'au bout, puisqu'il a été publié dans un bon journal, je crois que c'est CID, si je me trompe pas, où on a vu qu'est-ce qui se passait avant l'épidémie, vous voyez ici, avant l'épidémie de Covid. Pendant l'épidémie de Covid, ça baissait, puis après, c'est remonté à des taux plus élevés, puis après, ça descend. D'accord? Et on a pu comme ça calculer un impact et une efficacité. Et grosso modo, sur les moins de 12 mois, mais n'oubliez pas que ça a été fait la première année où il y avait essentiellement des moins de 3 mois qui ont été immunisés, ce que vous rappelez tout à l'heure, Naïm, d'accord? Si on voit sur les efficacités des moins de 6 mois, ceux qui ont été majoritairement vaccinés au moment, c'était presque 50%, mais les otites, c'est pas si fréquent que ça avant 6 mois. Mais quand on regarde les 6-11 mois, on a une efficacité qui est aussi significative avec un intervalle de confiance qui est loin du zéro. Donc, on voit très très bien ça, on a cette preuve-là. La deuxième chose, c'est les antibiotiques. Alors, vous savez, en permanence, on vous rabâche, et moi en particulier, attention, résistance aux antibiotiques, relation consommation antibiotique et évolution des résistances. Eh bien, ça, c'est une étude très très intéressante qui a regroupé les études de phase 2B et 3 avec le nirsevimab. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont regardé quel était le taux de consultation ambulatoire diminué l'année 1, d'accord, et surtout la prise antibiotique. Réduction de 23,6% de la consommation d'antibiotiques chez les enfants qui ont reçu le nirsevimab. Rappelez-vous que c'est des études randomisées avec des enfants de même âge, donc ça évite le type de biais que vous signalez tout à l'heure, Naïm. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans Paris?
Bah, des paris, vous savez, nous, c'est simple, hein, c'est des pédiatres de l'AFPA qui ont le même logiciel, qui ont une formation en infectiologie, qui ont des tests de diagnostic rapide et dont on peut collecter toutes les données en temps réel. Et vous voyez ici en rouge la consommation d'antibiotiques sur ceux qui n'ont pas reçu le nirsevimab et en bas sur ceux qui ont reçu le nirsevimab. Et vous voyez que la différence est significative pour 2 années avec un P à 0,001. Donc ce type d'outil qu'on a est absolument fantastique parce qu'il permet vraiment d'avancer sur ça. Je voudrais arriver sur ce diapo que vous a déjà présenté Eric, mais pour redonner mon éclairage. Là, vous voyez des enfants en Galice. La Galice, franchement, a fait un boulot extraordinaire sur ça. C'est leur base de données qu'ils peuvent exploiter, mais c'est pas comme Paris, il n'y a pas des gens particulièrement formés. Mais néanmoins, là, c'est les hospitalisés. Là, ce que tu nous as montré, Eric, tout à l'heure, c'est une prévention des VRS, du VRS. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça veut dire que sur un nombre d'enfants considérable, le taux d'anticorps dont je vous ai montré des grandes variations tout à l'heure d'un individu à l'autre continue. Donc, on peut être continué à être protégé au-delà d'un temps après l'injection de nirsevimab. Et cette étude plaide pour ça parce que elle plaide directement pour ça. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est ça. C'est les enfants qui ont été hospitalisés pour des bronchiolites récidivantes ou des bronchites récidivantes qui ont été vaccinés la première saison. La deuxième saison, le taux de protection est aussi important. On ne peut pas qu'incriminer le VRS dans ça. Ça plaide sur l'hypothèse que je vous formulais tout à l'heure de dire, mais le fait de ne pas avoir fait d'infection précoce, ça réduit le risque. Ceci montre exactement la même chose sur les récurrentes, sur les infections récurrentes hospitalisées. Hospitalisées. Parce que ce n'est pas la moindre chose en ville. Parce que il va avoir en ville probablement au moins autant, voire plus d'infections ambulatoires à VRS si on, dans le temps, parce qu'une fois que l'effet de protecteur sera perdu par les anticorps, ben, il faudra bien que l'enfant s'immunise. D'accord? Plus d'infections ambulatoires à VRS, c'est probable. Moins d'infections ambulatoires, globalement, possiblement, mais pas sûrement. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils vont devoir s'infecter par le VRS, on ne peut pas y échapper, et de l'autre côté, ils sont moins sensibles aux autres virus probablement. Moins d'antibiotiques, ben je ne sais pas. Immédiatement, je sais que c'est vrai. À distance, je ne sais pas. Et tout ça, c'est des projets de recherche très, 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 très intéressants. Alors, je voudrais, pour terminer, j'ai fini cette partie-là, mais je vais aller très vite sur la fin, vous dire que pour l'instant, pas nous les pédiatres, mais le taux de couverture du nirsevimab en ville, je n'ai pas de données de taux de couverture sur les mères, et pas si bon que ça, d'accord? Ça, c'est des données approximatives données par Sanofi qui nous confirment qu'il faut les prendre, et ça peut changer de quelques pourcentages, mais ça donne bien une idée. Il y a 159 000 doses délivrées en pharmacie, d'accord? Et il reste encore 90 000 enfants à protéger si on va atteindre 70% de couverture. Et quand on regarde les, les, les âges, bon, c'est surtout, quand vous voyez ici c'est les tout petits qui sont bien vaccinés. Les 6 mois, tant mieux, hein? Je préfère que ce soit les tout petits que les grands, qu'on s'entende bien. Mais on voit que pour les plus grands, eh ben, si vous regardez les 4-6 mois, eh ben, c'est pas si bon que ça. Et si vous voyez les plus grands, c'est pas si bon que ça. Et l'estimation approximative, c'est 77% chez les 0,3 mois, mais il y a un certain nombre de mères qui ont été vaccinées, c'est peut-être plus, hein. 31% chez les 3-6 mois, ça, c'est pas terrible parce que les mères n'ont pas été vaccinées, d'accord? Et 7% chez les 7-9 mois. C'est des estimations très approximatives et je remercie Sanofi de nous avoir donné ces estimations, mais ça nous montre le travail. Malheureusement, les pédiatres font plutôt très bien, c'est les généralistes qui suivent moins bien, mais c'est normal, c'est pas une critique, ils ont d'autres
comment vous dire, d'autres sujets à se mettre en tête tout au long de la vie. Alors, en pratique, assurez-vous que tous les enfants de moins de 6 mois soient tous immunisés au moment de l'épidémie, anticorps aux vaccinations maternelles. Et vous avez vu, les 3 6 mois, on n'est pas si bon que ça. D'accord? Pour les autres, intérêt individuel démontré. 25% des bronchiolites hospitalisés à VRS ont plus de 6 mois et moins d'un an. La grande majorité des bronchiolites ambulatoires ont plus de 6 mois. On sait qu'on a un taux de protection de 80%. La prévention des infections à VRS étant au-delà d'un an pour le nirsevimab, mais bien sûr pas au même niveau. Par définition, les anticorps, c'est fait pour disparaître progressivement. En pratique aussi, les enfants nés de mères vaccinées, entre février et mars, ne sont probablement pas suffisamment protégés. On reçoit un nombre de questions assez important sur ça en Infovac. Elle a reçu sa vaccination en décembre, elle a accouché en mars, ou elle a reçu sa vaccination en janvier, elle a accouché en mars. Qu'est-ce qui va lui rester comme taux de protection en novembre-décembre? Probablement pas grand-chose. Les bronchiolites de moins de 2 ans à VRS hospitalisés en janvier, même combat. On disait, j'ai fait une bronchiolite à VRS, je ne dois pas être immunisé. Mais non, on a vu que la durée de protection est très courte. Les anticorps protègent beaucoup mieux que la maladie naturelle. Alors cette histoire, plus de 5 kilos, encore ce matin, j'ai vu des trucs jetés. Il pèse 5 kilos de sang, je dois lui faire le 100 milligrammes. Mais non, mais non. Attention aux effets de seuil. D'accord? Et le dernier point, limiter le nombre de sujets du vulnérable la deuxième année. Alors j'entends dire que les enfants qui ont eu un asthme du nourrisson, ils devraient avoir ça, etc. C'est trop tard. Je revenais ces diapos remercier Olivier Romain qui a fait passer ces données à la commission de transparence et c'est ça qui est les indications d'une deuxième dose. Voilà toutes les pathologies qui ont un risque d'infection grave à VORS, les maladies pulmonaires et extrapulmonaires. Donc, vous voyez ce qu'on appelle la bronchodysplasie, la maladie pulmonaire chronique congénitale, les cardiopathies congénitales significatives, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est pas très nombreux, hein, les mucoviscidoses, les fistules, et puis, et les hernies diaphragmatiques. Donc, c'est pas beaucoup de malades. Le premier, c'est les maladies pulmonaires chroniques. Et le deuxième point, c'est d'autres, les immunodéficients, combinés ou anticorps aux traitologies, les corticothérapies systémiques à forte dose, les transportations d'organes solides. Regardez, le ratio, il n'est pas rien, hein. Les greffes de cellules souches, les chimiothérapies immunosuppressives, les autres traitements immunosuppresseurs et diagnostics et infections par le VIH, les dystrophies musculaires et la trisomie 21. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi les enfants vulnérables, c'est plutôt ce groupe-là et les diapos seront disponibles et vous pouvez avoir ceux-là doivent bénéficier la deuxième année des anticorps monoclonaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Robert. Merci à Eric et à Naïm également. Donc, on a 7 minutes pour répondre aux questions. Il y en a plusieurs. Robert, si tu peux arrêter le partage, d'ailleurs. Et je vais Euh, arrêter le partage de ce pas, si j'y arrive. et Je ne suis pas très doué, hein. il y a plusieurs questions pour lesquelles les réponses ont été fournies lors des différentes communications. Notamment sur la dernière, il y a une question qui arrive assez fréquemment sur la nécessité ou non de refaire une immunisation par anticorps monoclonaux pour des grands prématurés, même s'ils ont eu une première dose très tôt. Ils arrivent, ils ont un an lors de cet hiver 2025-2026. Faut-il leur refaire une autre dose? Vous avez vu que lors des deuxièmes contacts, le deuxième hiver, entre guillemets, pour les prématurés, c'est en fonction des atteintes pulmonaires ou cardiaques. C'est ce que vient de vous dire Robert. L'âge de la grande prématurité en soi n'est pas un critère de sélection pour la deuxième année. Voilà, bon. Mais ça, évidemment, c'est une autre discussion. Alors, donc, il y a plein de questions très intéressantes. Euh, il y a quelque chose qui était. La première question, c'est puisque les anticorps monoclonaux protègent même apparemment un peu au-delà de la première année, au-delà vers la deuxième année, est-il nécessaire en fait de reproposer une deuxième dose?
Ah oui. Robert, si tu veux répondre. Oui, euh, si je peux répondre à cette question-là, il faut quand même se dire que cette protection, elle a diminué globalement. Vous voyez, les taux d'anticorps, ils vont vers le bas, même si et vous savez pas où est votre enfant eh exactement. oui, c'est Donc, la diffusion dont vraiment, tu parlais il, tout à l'heure. il- Voilà. il faut, il faut avoir en tête que limiter, c'est pour ça que je dis, il faut limiter les groupes à risque à ce qui a été défini avec un autre ventiler. J'ai continué à avoir des soucis. Et vous avez vu que notre ratio, il n'est que de 1,89. Il n'est pas à 3, il n'est pas à 4. C'est beaucoup plus pour les autres pathologies. Donc, vraiment, il faut qu'ils aient continué à être malades. Et puis, eux, ça vaut le coup. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est la dose. Moi, je ne connais pas beaucoup vieux que je suis, appelle ça bronchodysplasie pulmonaire, qui pèsent plus de 10 kilos à 1 an, hein. J'en connais pas beaucoup. Quand ils sont malades du poumon, c'est très rare qu'ils pèsent plus que 10 kilos, hein. Une dose de 100 milligrammes suffit. Il ne faut pas déconner. Bien sûr, s'il pèse 10 kilos, 12 kilos, parce qu'il a une autre pathologie qu'on a vue tout à l'heure, on a vu la trisomie 21, on a vu des tas d'autres pathologies, bien sûr, à ce moment-là, il faut passer aux 2 injections. Alors, il y a une question sur. En fait, c'est une remarque. Certains obstétriciens et sages-femmes disent aux mamans de ne pas se faire vacciner, mais privilégier plutôt les anticorps monoclonaux, car le vaccin serait moins efficace que les anticorps monoclonaux. Je pense qu'aujourd'hui, on a des données qui permettent d'être assuré ou réassuré par rapport à l'efficacité des anticorps monoclonaux. Sur les vaccins, Eric, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vrai que c'est un peu tôt pour tirer des conclusions hâtives, dire que c'est moins bien ou mieux ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, on a deux armes qui sont manifestement efficaces sur le principal élément, c'est-à-dire la protection des moins de 6 mois, et les deux sont utiles. Déjà, il y a cette première remarque, mais Eric, en même temps que je te donnerai la parole, il y a une autre question, c'est pourquoi ne pas faire tout au long de l'année euh, les anticorps ou la vaccination, puisqu'on a du VRS qui circulent tout au long de l'année. Alors, pourquoi ne pas faire toute l'année plutôt que de faire cibler à certaines périodes? Donc, deux questions. Comparaison d'efficacité de l'un et l'autre, et pourquoi ne pas le faire en pair annuel? Bon, je vais répondre aux deux questions. Donc, merci. La première question, l'efficacité, bon, elle est globalement à peu près la même. Il y a une différence sur la persistance, mais en tout cas, à 3 mois, on a une efficacité qui est bonne, avec des inconvénients et des avantages pour l'un et pour l'autre. Pour le vaccin, l'enfant, et dès qu'il sort du ventre de la maman, va être immunisé tout de suite. Il y a un petit décalage. Bon, c'est peu d'enfants, mais on en a eu quelques-uns. Donc, je pense qu'il ne faut pas. Pour l'instant, les deux sont équivalents, et d'ailleurs, l'HAS l'a dit, c'est pour ça qu'elle recommande les deux. Après, il y a des stratégies. Et donc là, on revient, je rebondis sur la deuxième question. Et alors, il y a eu plein d'études, et là, on est dans le médico-économique, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, du VRS, il y en a toujours qui se baladent, et celui qui va se balader en été, c'est plutôt les sujets à risque. Mais moi, dans un service, j'en vois toute l'année. Il y en a très peu en août, mais il y en a de temps en temps qui vient, on ne sait pas pourquoi. Et donc là, bah, c'est juste une étude médico-économique. Et ce qui avait été montré, c'était, et les deux principes de prévention n'ont pas le même coût, le vaccin étant moins cher. Et donc les Anglais, par exemple, ont décidé de vacciner toute l'année. L'argument étant, bon, peut-être qu'on vaccine des fois de manière moins importante, mais on a une robustesse d'un système qui fait qu'on aura une meilleure couverture, et ça permettra en plus de protéger les quelques sujets à risque qui vont faire une bronchiolite l'été, par exemple. Et après, il y a eu donc des études qui ont montré vaccination ciblée en fonction de l'épidémie, immunisation ciblée en fonction de l'épidémie, immunisation toute l'année ou pas. Et ce sont les stratégies ciblées qui semblent avoir un meilleur coût-efficacité. Voilà. Et les Anglais ont dû négocier le prix aussi, je pense. Donc, on attend ces données-là avec impatience, évidemment, dans les mois et les années à venir, où on y verra plus clair. Je crois que y a une étude qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait fait une étude, c'est Alexis Rybak qui l'avait publiée, on a prélevé sur toute l'année les bronchiolites. Et au plus bas de l'année, ils étaient à 20% en ville, le VRS. Et alors pourquoi l'épidémie ne part pas? Et bien parce que le reste de la population est immunisée. Vous avez des cas sporadiques comme ça, mais comme le reste de la population est immunisée, mais le VRS, il ne se cache pas pendant l'été, hein.
il est là, à faible niveau. Il ne peut pas s'étendre parce que l'immunité de groupe est suffisamment forte. Et l'idée qu'avait trouvée Alexis, qui était excellente, c'est le feu de forêt. Vous pouvez jeter une allumette dans une forêt qui vient d'être mouillée, ça partira pas. Vous jetez une allumette sur une forêt sèche, et ben le feu part. Et le feu, c'est l'épidémie. D'accord? Écoute, merci pour cette image qui est très évocatrice. Il est 14 heures. On va, ben voilà. Je pense qu'on va devoir couper. Il y a un QR code que vous pouvez utiliser pour noter votre appréciation de ce webinaire. Sachez que ce webinaire sera visible en replay, comme on dit en anglais, sur le site de l'AFPA et sur le site du GPIP. Je vous encourage à y aller. Malheureusement, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans les questions puisque, comme je vous dis, le temps est dépassé. Je remercie encore l'AFPA pour nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Et puis, je remercie surtout les orateurs pour leurs données très précieuses et très intéressantes. Et je vous souhaite toutes et tous un bel après-midi et à très bientôt. Et immunisez les petits, rattrapez, vous avez compris que c'était important. On rentre dans l'épidémie. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup à tous et puis bon Merci, au revoir. après-midi. Merci Voilà. aux participants de répondre au questionnaire si vous avez encore 30 secondes. Et puis merci aux orateurs. Et puis on a eu sur 300 inscrits à peu près 150 participants. Voilà. Alors malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres questions. Et puis Et non. vous pourrez OK. tous revoir le webinaire sur le site de l'AFPA et peut-être aussi sur le site du GPIP, hein, je pense. Voilà. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on va faire.